Messieurs, dames, nous allons continuer le chapitre 3 lié à la liaison chimique. Maintenant, on va définir ce que c'est la convalence, l'ionicité et le moment dipolaire. Qu'est-ce que c'est un dipôle? Un dipôle, c'est un système formé de deux charges égales en valeur absolue et opposées en signe. D'accord? Séparées d'une distance d. Pour caractériser un dipôle, nous allons toujours déterminer ce qu'on appelle le moment dipolaire, qui est une grandeur vectorielle, et par convention, il est orienté de la charge négative à la charge positive. Comme vous voyez ici, une charge Q, moins Q sur le point A, Q sur le point B. Bien sûr, comme c'est un vecteur, il y a un point d'application, c'est sur la charge négative. Un sens de la charge négative vers la charge positive, on a dit par convention. Et bien sûr, la direction, c'est la direction AB. Son intensité est donnée, sa norme, par Q, la valeur absolue de la charge portée par les deux corps, multipliée par la distance qui les sépare. Donc, la charge en coulomb et la distance en mètres. Mais comme les charges portées par les atomes, les électrons sont extrêmement faibles, on utilise toujours le device qui est une unité adaptée à l'infiniment petit. Un device, ça fait 3,3356 10 puissance moins 30 coulombs mètres. Pourquoi parle-t-on de dipôle en chimie? Parce que dans une molécule, ou dans une molécule, l'existence d'un moment dipolaire provient de la différence d'électronégativité entre ces atomes. Ici, si vous avez deux atomes ici, H et Cl, comme Cl a tendance à attirer le double de la liaison vers lui, donc il va apparaître une charge négative ici, une charge positive sur l'autre. La détermination du moment dipolaire permet de connaître la structure des éléments, de tester les fonctions d'onde, qu'on calcule la fonction d'onde, et bien sûr, souvent, on verra plus tard, ça nous permet d'avoir la structure, la géométrie d'une molécule. Et vous notez que le moment dipolaire est une grandeur expérimentale, que l'on définit toujours à partir de l'expérience. Par exemple, une petite application, calculer la longueur de la liaison HCl si son moment dipolaire vaut 1,082 bar. On donne la charge portée, mu égale à QD, D ça fait mu sur Q, et vous avez directement donc la détermination du moment dipolaire a permis de déterminer, de calculer la distance internucléaire, c'est-à-dire la distance qui sépare le noyau de l'hydrogène et le noyau du chlore. Qu'est-ce que c'est le caractère ionique de liaison? Lorsque deux atomes d'électronégativité différentes forment une liaison, cette liaison n'est pas symétrique. On l'a déjà dit, l'atome le plus électronégatif va attirer le doublet de la liaison vers lui. De ce fait, on aura un certain caractère ionique de la liaison qui se traduit bien sûr par l'existence de moments dipolaires permanents. Les molécules qui n'ont pas de moment dipolaire permanent, on dit que c'est des moments apolaires. Ici, on a un moment. Dans ce cas-ci, on obtient ce qu'on appelle une molécule polaire. Et bien sûr, cette molécule n'est pas, la liaison n'est pas convalente à 100%. On dit que cette liaison possède un certain caractère ionique. Un certain caractère ionique. Bien sûr, on le rappelle, le moment dipolaire qu'on a ici est à déterminer expérimentalement. Et dans cette molécule, toujours, on voit, on l'a déjà dit, le chlore se charge négativement en n'attirant pas tout l'électron de H, mais une partie de l'électron de H. C'est pourquoi on dit que la liaison possède un certain caractère ionique. Et comment on détermine ce caractère ionique? C'est le rapport entre le moment dipolaire expérimental et le moment dipolaire de la liaison correspondant à la liaison purement ionique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la liaison théorique. Ça veut dire si on considère la liaison comme purement ionique, ça veut dire qu'on a une liaison ionique, la charge portée par l'un des électrons, c'est par l'un des atomes, c'est égal à 1,06. Donc l'expression du caractère ionique,
le mu expérimental, le moment dipôle expérimental, sur le moment du tolère théorique. Ça veut dire que si cette liaison était purement ionique, on allait avoir une charge plus E sur l'un des atomes et moins E sur l'autre atome. Et bien sûr, delta permet d'avoir la charge relative portée par l'atome dans la liaison qui est égale à Q delta E. Donc si la liaison est purement ionique, on va y revenir, vous voyez que delta égale 1. La charge portée par l'atome, ça vaut 1. Ainsi, en fonction des valeurs relatives de delta, on peut donner les différents types de liaisons. Si delta est strictement supérieur à 0 et inférieur à 1, la liaison n'est pas covalente pure, la liaison n'est pas ionique pure, elle est polarisée, elle est dite partiellement covalente ou partiellement ionique. Si delta égale 1, la liaison est purement ionique, mu égale ED. Si delta égale 0, la liaison est purement covalente, elle est dite apolaire. Ici, voilà qu'ici la liaison est dite polarisée ou polaire. Ici, la liaison est dite apolaire. Le pourcentage d'ionicité d'une liaison est donné par la relation, ça veut dire c'est delta multiplié par 100. Donc pourcentage d'ionicité d'une liaison, mu sur E, sur une liaison à un delta, c'est-à-dire un delta égal à 0,5, on dirait que la liaison est 50% ionique ou 50% convalente. Exemple, on va faire déterminer le catégorie de la liaison dans la moitié HCl et son unicité, on l'avait déjà fait. Donc mu delta égale mu expérimental sur ED, delta égale 1,10 par moins 29 sur 3. Ici, c'est juste une valeur arrondie du débail qui vaut 0,3356 ici, alors que 1 tiers, ça fait 0,33. Donc, on a juste arrondi. Donc, ça fait delta égale 0,175, ce qui fait un pourcentage d'ionicité de 17,5%. Représentation des molécules. Pour étudier nos molécules, nous avons besoin de les représenter dans l'espace, c'est-à-dire de les décrire de façon simple, ce qui permet d'avoir une vue globale de sa structure, les angles, la longueur des liaisons, la géométrie, la structure. Donc, cette représentation nous permet d'avoir une partie des propriétés de nos molécules. Représentation. Chaque représentation permet d'avoir un certain nombre de propriétés. Pour représenter les molécules, la règle du Dewey est celle de l'octet. Qu'est-ce que la règle du Dewey? Ça concerne les atomes qui ont un nombre de charges inférieur à 4. Ces atomes ont toujours tendance à former une liaison pour avoir la structure de HE. Du gaz rare le plus proche, c'est HE. Donc Li, il a un électron sur sa couche périphérique, H, un électron sur sa couche. Les deux molécules ont tendance à former une liaison et chacun aura autour de lui une structure identique à celle de HE. Donc, ça c'est la structure des éléments, des atomes qui ont un nombre de charges inférieur à 4, donc tendance à former une liaison pour avoir la structure du gaz rare le plus proche. Ici, le gaz rare qui est plus proche, c'est l'hélium. La règle de l'octet, c'est pour les atomes qui ont un Z supérieur à 4, qui s'associent pour saturer leur couche externe avec 8 électrons et avoir la structure d'un gaz rare. Prendre la configuration autour du gaz rare le plus proche. Exemple, vous aurez maintenant 1, 2, 3, 4, puisque les doubles là qui sont ici sont partagés. De ce fait, vous voyez que la structure sera un MS2, MP6. Donc, ces deux règles sont généralement observées dans les liaisons chimiques, même si on remarque que cette règle de l'octet est respectée par tous les éléments de la deuxième ligne. Au-delà de la deuxième ligne, on peut avoir maintenant des éléments qui respectent ou qui ne respectent pas cette règle de l'octet, mais la tendance pour tous les atomes, c'est d'avoir une structure identique à celle des gaz rares. La suite de Lewis est une représentation dans le plan de la structure atomique externe de tous les atomes d'une molécule. Dans cette structure, tous les électrons de la couche de valence doivent être visibles.
tous les électrons de la couche de valence. Et ici, dans cette représentation toujours, il y a toujours un atome central. Et les ligands, ce sont les autres atomes ou groupes d'atomes qui viennent se fixer sur l'atome central. Dans la structure de Lewis, bien sûr, on peut avoir des liaisons covalentes, on peut avoir des liaisons ioniques, comme on peut avoir des liaisons de coordination, comme dans le cas de NH4+. Dans la structure de Lewis d'un atome ou d'une molécule, je l'ai dit, tous les électrons de valence sont symbolisés. Si c'est un électron célibataire, on va le symboliser par un point. Si ce sont deux électrons appariés, c'est-à-dire se trouvant dans la même orbitale atomique, ce doublet sera représenté par deux points et on tiré. Exemple, si on demandait juste la structure de Lewis du chlore, donc voici la couche de valence du chlore, 3s2, 3p5. Et bon, voici la représentation du chlore, un doublet, deux doublets, trois doublets et un électron célibataire qui est représenté ici par un point. Si c'est le CL2, quoi aussi, est-ce que dans ces relations, un doublé, deux doublés, trois doublés, un doublé, deux doublés, trois doublés, bien sûr, ici vous avez un autre doublé. Donc autour du CL, vous avez les 8 électrons qui respectent la règle de l'octet, 8 électrons qui respectent la règle de l'octet. Mais dans ces relations, on a deux types de doublés. Ici, voici un doublé libre et ici un doublé liant ou doublé de liaison. Lui n'est pas engagé dans une liaison alors que ce doublé-là est engagé dans la liaison CL-CL. Doublé libre, doublé liant. Donc on peut le représenter, on a dit par un tiré ou deux points. Donc souvent on préfère les deux points comme ça, ainsi de suite. Pour représenter des molécules selon Lewis, il faut toujours repérer l'atome central, je vois le moins LT négatif, déterminer la structure atomique externe de chaque atome, avec les doubles électroniques, les électrons célibataires et les lacunes électroniques. Ça veut dire que les orbitales vides, les orbitales atomiques vides se trouvent dans la couche de valence. Établir les liaisons de convalence entre l'atome central et les ligands. Ensuite, former des liaisons convalentes de coordination entre l'atome demeure et les ligands. Bien sûr, il n'est pas dit toujours que ce cas-là existe, mais si ça existe, on commence par établir les liaisons de convalence, ensuite former les liaisons de coordination. Exemple, donner le schéma de Lewis de O, de O2, d'H2G et de NH4+. O, ici, c'est DS2, DP4, donc on a deux électrons célibataires et deux doublés. O2, donc, c'est dit les deux électrons célibataires vont former une liaison. On voit que O respecte la règle, bien sûr, de l'octet. Les deux O respectent la règle, ils ont chacun autour de les 8 électrons. Je vous répète que les électrons, les éléments de la deuxième ligne respectent tous la règle de l'octet. H1 qui va respecter la règle du duel. Donc ici, et on a fort H2O. Donc on voit qu'autour de O on a deux électrons, autour de H on a deux électrons et autour de O2 on a 8 électrons. NH3, la même chose, un doublé et trois électrons célibataires, H, un électron célibataire, donc voici la structure de Lewis de NH3. NH4+, donc ici vous voyez qu'on a un N, 3H et 3H+, ce qui fait qu'on aura H et N, on a déjà désigné, ici H+, c'est 1S0, puisque donc c'est juste une lacune électronique, donc une orbitale vide qui va lui permettre de recevoir le doublet ici de H pour former la liaison. Pour ça, donc H, les trois atomes d'hydrogène vont se lier au N et bien sûr, le N va former une liaison de coordination en partageant son doublet avec l'hydrogène chargé positivement. Et dès que la liaison se forme, on peut plus différencier les 4 H. On a juste, c'est la structure NH4+. Dans le monde des acides, un atome central est entouré d'oxygène O et d'hydrogène H qui sont liés aux oxygènes. Donc, dans les acides, il faut penser que les hydrogènes ne sont pas directement liés à l'atome central, mais à l'oxygène.
Donc on relie les atomes de H aux atomes de O en créant ainsi des liaisons dites secondaires. Par exemple, HClO, bien sûr, on a ici HCl, qui va former la liaison. Donc on voit que le H n'est pas directement lié à Cl, mais ici l'oxygène joue le rôle de central, mais joue le rôle de central. H2SO4, on a un S, 2O, 2OH, puisque vous avez un diacide ici, ça veut dire que les hydrogènes sont liés aux oxygènes. Vous voyez ceci. Bien sûr, il va passer par un état externe, on verra plus tard, pour former. Ici, les oxygènes, tous les oxygènes respectent la règle de l'octet, l'hydrogène respecte la règle du dieu, mais ici, le soufre qui se trouve à la troisième ligne ne respecte pas cette règle de l'octet. Cette règle de l'octet est inéluctable lorsqu'on rencontre un élément de la deuxième période. Dans la représentation de Lewis, un composé peut présenter deux structures différentes, deux charges différentes. Et la structure d'une structure de Lewis, la stabilité d'une structure de Lewis est élevée quand elle respecte la règle de l'octet, la neutralité électrique. Quand vous avez le choix entre deux structures différentes, celle qui est la plus stable, c'est celle où tous les atomes respectent la règle de l'octet ou du duel, et celle où il y a la neutralité électrique, c'est la plus stable. De ce fait, à partir de là, on peut déterminer les charges. On a la notion de charge formelle, ça veut dire la charge portée par les atomes dans la molécule. Pour compléter un diagramme de Lewis, on peut calculer ainsi les charges formelles de chaque atome. Elle s'obtient par la formule suivante. CF, c'est la charge formelle. LV, c'est le nombre d'électrons de la couche de valence de l'atome. Tous les atomes de la structure. Vous pouvez calculer la charge formelle de chaque atome. NL, c'est le nombre de liaisons formées par l'atome dans la molécule. DL, c'est le nombre de doublés libres pour l'atome dans la molécule. Donc à partir de cette formule, on peut déterminer la charge portée par chaque atome dans une molécule, même si dans cette molécule, la charge électrique totale est nulle. Exemple, si vous avez toujours un oxygène, like ici, dans une liaison, il donne toujours deux liaisons. CF, c'est quoi? 6, c'est le nombre d'électrons dans la couche de valence, de ce qui est depuis. Moins 2, le nombre de liaisons données dans la molécule. Moins 2 fois le nombre de doublés libres sur l'oxygène. Et vous avez 0. Donc, ça signifie que l'oxygène moléculaire est toujours à une charge nulle. CF, j'aurais pu ne pas mettre la charge au départ, hein. Donc je mets juste C, une liaison, 6, nombre de liaisons 1, nombre de doublés 3, d'accord. Donc la charge portée c'est moins 1. Ça permet d'abord l'oxygène à une liaison dans une molécule à une charge égale à moins 1. On va donner les charges formelles des atomes du nitrate et non 3 moins. Pour le premier O, CF, 6, moins 1, 2 fois 3, moins 1. Donc, les deux ont une charge négative. Pour N, 5, 1, 2, 3, 4, nombre doublé, c'est 5. Nombre de liaisons ici, 1, 2, 3, 4. 2 fois 0, plus 1. Donc, la charge portée, c'est plus. Pour le O, moins 6, moins 2, 0. La charge portée, ça fait 0. Donc, NO 3, 2 moins, on a en réalité 2 O chargés négativement et un NO chargé positivement, ce qui fait que vous avez NO plus. Nous allons nous arrêter ici jusqu'à la prochaine fois. Merci de votre attention et à plus.